Bonjour et bienvenue sur Hortoculture. Je suis Camille Salomon, correctrice pour plusieurs maisons d'édition et également autrice de romans de fiction, mais également de récits de non-fiction. J'écris également des ouvrages parascolaires. Tu te demandes quel est le lien entre la langue française et la biodiversité qui t'entoure ? Non, tu ne t'es jamais posé la question ? Tu te demandes d'où vient le mot coccinelle et si le mot parmi, par exemple, prend S à la fin ? Chaque semaine, je t'explique un mot, une règle et une expression pour te perfectionner dans l'emploi de notre langue et je te donne aussi des astuces écolo et des clés pour comprendre le lien entre le français comme langue vivante et le vivant avec un grand V. L'objectif de ce podcast est de te montrer qu'entre ton jardin et ton dictionnaire, il n'y a qu'un pas et que notre langue peut s'apprendre de façon utile et originale. Alors, tu es prêt à sortir les mots de terre ? C'est parti ! Dans notre première rubrique « Un mot pour enrichir ton vocabulaire », nous allons parler d'un petit mot que j'aime bien, umami. Le mot umami est un terme japonais qui décrit une saveur distincte et agréablement savoureuse, souvent définie comme ce qui fait saliver. L'umami est aujourd'hui considéré comme l'une des 5 saveurs de base aux côtés du sucré, de l'acide, du salé et de l'amer. Si nous peinons à isoler cette saveur, c'est parce que nous n'avons jamais appris à le faire. Elle est pourtant présente dans de nombreux plats et dans tous les pays du monde. Si nous avons tant de difficultés à la repérer, c'est parce qu'il s'agit plus d'un exhausteur de goût plutôt qu'une saveur à part entière comme les 4 autres. Sachez notamment que ce n'est pas moins que la saveur dominante du lait maternel. Ce terme a été officiellement reconnu en 1985, mais il est beaucoup plus vieux que ça. Son histoire en France commence dès 1806. En effet, le chimiste Louis-Jacques Thénard avait inventé le terme osmazome pour parler de cette saveur si particulière. Tombé dans l'oubli, il refait surface en 1825 grâce au gastronome et auteur culinaire Jean-Anselme Brillat-Savarin. Puis, en 1908, le chercheur japonais Kikunae Ikeda identifie le glutamate, un acide aminé riche en protéines, comme exhausteur de goût, dans le bouillon d'algues kombu, un type d'algue que l'on trouve aussi en Bretagne, mais qui est très réputé dans le nord du Japon. Pour obtenir ce que l'on appelle umami, 2 autres substances entrent en scène, l'inosinate et le ganilate. L'algue kombu contient ces 3 substances. Cette saveur se trouve généralement dans les produits transformés, mais aussi grâce aux techniques humaines comme la fermentation, la maturation ou la cuisson longue. On le repère souvent ainsi, un goût légèrement acidulé, long en bouche et qui nous fait pousser un soupir d'aise. On en trouve absolument partout. La sauce soja, les olives, la choucroute, la sauce tomate et même dans la vanille. Si le mot est aujourd'hui beaucoup rattaché à la cuisine japonaise, c'est parce qu'ils parviennent mieux que nous à se passer de viande. Ainsi, leur consommation de produits tels que la sauce soja ou le miso est très courante. Et ces 2 produits sont très riches en protéines et obtenus grâce à la fermentation. Petite liste non exhaustive de produits riches en umami. Les champignons, les tomates, le thé vert, les fromages vieillis. Maintenant que vous avez l'eau à la bouche, je vais vous poser une colle. Quelle est la différence entre acide et amer ? Vous avez 2 heures. Allez, c'est parti pour la suite de l'épisode. Une règle pour mieux utiliser le français. L'amer et l'acide sont 2 des 5 saveurs de base perçues par nos papilles gustatives. Bien qu'elles soient tous les 2 perçues comme des goûts distincts, il y a une différence fondamentale entre eux. L'amertume est une saveur souvent décrite comme désagréable ou astringente.
Elle peut être trouvée dans des aliments tels que le café noir, le chocolat noir, les agrumes non mûrs, les légumes verts feuillus comme les épinards ou les choux de Bruxelles. L'amertume est généralement associée à des composés chimiques tels que les alcaloïdes, les tannins ou les flavonoïdes présents dans certains aliments. En petite quantité, l'amertume peut ajouter de la complexité et de l'intérêt à un plat, mais en excès, elle peut être désagréable. L'acidité, quant à elle, est une saveur vive et piquante que l'on trouve dans des aliments tels que les agrumes, les vinaigres, les baies acides ou les produits laitiers fermentés comme le yaourt. L'acidité est causée par la présence d'acides tels que l'acide citrique dans les agrumes ou l'acide lactique dans le yaourt. Elle provoque une sensation de picotement ou de fraîcheur sur la langue. L'acidité peut être agréable et rafraîchissante, apportant de l'équilibre et de la vivacité à un plat. En résumé, l'amertume est une saveur désagréable, souvent associée à des composés chimiques spécifiques, tandis que l'acidité est une saveur vive et piquante qui apporte une sensation de fraîcheur. Les deux saveurs peuvent avoir un impact sur le profil gustatif d'un plat, mais elles diffèrent par leurs caractéristiques et leurs associations gustatives. Nous avons parlé de l'umami, de l'acidité et de l'amertume. Je laisse le sucré de côté pour aujourd'hui, sinon je sens que vous n'allez pas m'écouter et aller chipper quelques gâteaux. Parlons plutôt salé. Savez-vous d'où vient l'expression « une addition salée » ? C'est parti pour notre troisième et dernière rubrique, une expression pour mieux comprendre notre langue. L'expression « une addition salée » est utilisée pour décrire une facture ou un coût élevé, souvent inattendu et excessif. Elle fait référence à l'idée que le montant à payer est élevé, tout comme le prix du sel, qui a historiquement été considéré comme une denrée précieuse et coûteuse. Durant l'Antiquité, on utilisait le sel pour la conservation des aliments et ainsi empêcher leur putréfaction. Au XVIe siècle, le sel est devenu une taxe appelée la gabelle, car il était un privilège royal. Il ne se vendait qu'en petite quantité dans ce qu'on appelait des greniers à sel et coûtait très cher. La gabelle a disparu en 1790. Par ailleurs, le sel a aussi une valeur religieuse. Par exemple, le Christ surnommait ses apôtres le sel de la terre. Plusieurs références sont faites à cet ingrédient dans des contextes religieux. Mis bout à bout, nous avons une denrée prisée par le peuple parce qu'elle lui permet de manger de la viande non avariée, une denrée prisée par le roi parce qu'elle lui confère la suprématie sur le peuple, et une denrée divine, bref, une denrée chère, même aujourd'hui. Saviez-vous qu'en France on notait, en 2022, une inflation du sel de 40%? C'est ce que relatait un boulanger du centre Val-de-Loire contraint d'augmenter le prix de sa baguette. Je vous le dis, l'addition des Français risque d'être salée encore un moment. Heureusement, chez Hortoculture, vos contenus sont gratuits. Et dans le prochain épisode, je vous révélerai quels sont les super pouvoirs des algues et nous parlerons même un peu sucré. Et voilà, c'est la fin de cet épisode hortoculturel et je te remercie vivement pour ton écoute. J'espère que tu as appris beaucoup de nouvelles choses en ma compagnie et que la langue française est aujourd'hui un peu moins obscure pour toi. Si jamais tu as une réflexion à me partager ou une question à me poser, surtout, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn ou Instagram et je te répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi m'écrire à l'adresse suivante contact@camillesalomon.fr. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite également à lâcher des pouces et des étoiles en pagaille. Cela m'aidera à te proposer encore plus de contenu. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour continuer de jardiner la langue française avec moi. À bientôt!